Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alice Zaguri de The Family. Bonjour Alice. Hello, ça va ? Très bien, et toi ? Super. Je peux te demander de te présenter ? Ok. Donc, je m'appelle Alice Zaguri, j'ai 33 ans et je suis présidente et cofondatrice de The Family qui accompagne des startups en Europe. Ça fait 5 ans que The Family existe et notre ambition, c'est de voir grandir, de voir émerger depuis l'Europe des concurrents potentiels à Google, Facebook & Co. Voilà. D'accord, ça c'est le rationnel, c'est le fondement de The Family, c'est d'arriver là. Ouais. D'accord. Sur du très très gros, pas aller sur la création de petites startups sympas, etc. Non, en fait, si tu veux, les effets de bord, je dirais, c'est qu'effectivement, en visant la Lune, il y a des petites startups qui vont se créer et qui n'auront pas forcément la même appétence qu'une licorne, comme on dit. Mais ça, c'est un effet, c'est une conséquence. Tu vises plus, mais t'obtiens ça et c'est bien. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Après, évidemment, on rentre directement dans le vif du sujet, mais on pourrait penser que sur un marché européen, c'est quand même beaucoup plus difficile par des barrières de langue, des barrières de légales peut-être, de créer comparativement à la Chine ou à un marché nord-américain, une licorne. C'est quoi votre approche là-dessus ? Alors attention, parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. En fait, c'est pas parce que tu démarres en Europe que tu vises le marché européen. D'accord ? Là où nous, The Family, on a un rôle à jouer, c'est de lever toutes ces barrières-là, c'est-à-dire que ce soit hyper simple de monter ta boîte. Mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de la monter depuis l'Europe ? C'est pas forcément que le marché en tant que tel est compliqué, parce que tu peux très bien monter une boîte en Europe et viser le marché américain, le marché chinois ou autre. Mais d'abord, nous, on se concentre, si tu veux, sur le tout départ, la phase entre 0 et 1. Et à ce moment-là, ce qui va compter, c'est plutôt ta communauté, en fait. C'est les gens qui t'entourent et qui vont t'aider et qui vont te donner la force, le courage de monter un truc ambitieux. Et c'est souvent en toi. C'est vrai qu'on voit souvent, alors dans les faits, chez des startups, par exemple, israéliennes, qui réussissent très très bien avec un micro-marché, des choses qui n'arrivent pas forcément dans tous les autres pays. Non, mais encore une fois, tu vois, elles visent pas leur marché. C'est ça. Tu vois, c'est pas un micro-marché. La différence, c'est qu'en Israël, il y a cette foi, il y a qui les anime, comme on dit, ils disent tachles. Tachles, c'est un mot qui est propre à eux, qui veut dire, direct, quoi, sans politesse, vraiment droit au but. Ils ont dans leur culture quelque chose de pionnier, de conquérant. Mmh. Voilà. Et ça va avoir un impact sur l'entrepreneuriat là-bas. Et ils vont viser des marchés directs aux États-Unis. Puis ils jouent aussi sur la diaspora qui est partout et qui va les soutenir. Et ça, c'est quelque chose, notamment, que vous essayez de casser un peu en France et en Europe, peut-être, parce qu'on n'a pas forcément ça dans notre culture à nous. On n'a pas forcément cette notion d'entraide. On n'a pas forcément cette générosité de prime abord, a priori. C'est-à-dire que on est quand même dans une culture du secret. Tu vois, je t'apprends rien, l'élitisme, où on veut savoir quelle école t'as fait, d'où tu viens, qui te recommande. Est-ce que tu peux montrer patte blanche avant qu'on puisse te faire confiance. Et ça, c'est vrai que c'est une barrière à l'entrepreneuriat, parce que surtout à l'ère du numérique, où on est à l'ère des singularités, donc finalement, c'est pas tant que l'entrepreneuriat il tue l'élitisme. En fait, il y a une nouvelle forme d'élitisme. Ça reste une élite, tu vois, les entrepreneurs qui réussissent. Mais c'est une nouvelle élite. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent venir de n'importe où. C'est plus les mêmes. Il peut être au fond de sa campagne. Là, on a un gamin qui a créé un casque de réalité augmentée. Il a 15 ans. Il n'a pas du tout de Paris. Il a appris sur des tutos en ligne sur YouTube. C'est une singularité, ce type. Mais c'est pas du tout la même figure entrepreneuriale qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Donc,
il faut s'adapter à ça et donc ouvrir beaucoup plus largement pour que ces gens-là aient l'opportunité d'accélérer, si je puis dire, de voir grand, voilà, d'ambitionner. Sachant que vous, justement, c'est un terme intéressant, accélérateur, où on voit que vous définissez sur le site, notamment quand on regarde The Family, vous n'êtes pas un accélérateur, vous n'êtes pas un incubateur, vous n'êtes pas mal de choses, vous êtes une famille. Merci. Alors, voilà. D'avoir fait cette tâche. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans la sémantique, vous définissez d'abord sur le site parce que vous n'êtes pas, parce qu'évidemment, on sent que derrière, il y a un gros travail de tout le monde vous qualifie, vous met dans des cases. Et pour autant, c'est hyper compliqué. Même pour quelqu'un comme moi qui j'essaye d'être en tout cas très entrepreneur et de casser pas mal de codes, de choses comme ça, et de percevoir exactement ce que c'est que la famille dans tout ça, parce que si je prends une approche toute bête, mais une famille, notamment pour moi, elle a pas de relation. Alors il y a la relation à l'apprentissage, mais il y a pas, par exemple, pas de relation financière. Ah bon? Un peu, oui, on me donne de l'argent de poche. Il y a 20 ans, c'est ton père qui finançait... J'adore, faudrait voir sa tête quand elle... les héritiers, si tu veux, c'était ça, c'est que le business était réservé à des grandes familles et tu pouvais démarrer parce que t'avais un bagage et culturel et capitalistique. En fait, si tu veux, c'est chiant quand on définit The Family par ce qu'on fait de manière très concrète. Je dirais qu'on est un actionnaire minoritaire, stratégique, de long terme dans des startups. Dit comme ça, c'est chiant. Je te le dis autrement, on est une famille d'entrepreneurs. Voilà. Et on se définit effectivement en commençant par dire on n'est pas un accélérateur, on n'est pas un incubateur, parce qu'effectivement c'est les catégories qui viennent conceptuelles qui viennent tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que, si tu veux, évidemment le modèle accélérateur, on se définit en contre, mais évidemment il nous a vachement inspiré. Moi, au tout démarrage, quand je suis rentrée dans ce milieu un peu par hasard de la tech, j'ai copié-collé bêtement un modèle qui était emprunté aux États-Unis, qui s'appelait l'accélérateur. Et c'était, je n'avais Dieu que pour Y Combinator. Je regardais ce qu'il faisait. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que bon, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, faut s'adapter. Et en fait, une des premières barrières à l'accélération des boîtes localement, donc en Europe, c'est l'éducation, c'est la culture entrepreneuriale en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a focalisé là-dessus. Et si tu veux, on pouvait pas fonctionner par batch comme ce qu'ils font là-bas, c'est-à-dire une date d'entrée, une date de sortie, un peu de manière industrielle. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est Y Combinator? Ouais. Et en deux mots, justement, alors Y comme Y, et pour les auditeurs qui connaissent moins. Ouais, bah en fait, c'est un modèle qui a émergé en Silicon Valley, qui est un genre de classe prépa pour start-up, où tu as une date d'entrée, une date de sortie, et pendant 3 mois, donc on sélectionne des start-up exceptionnelles, et il y a un programme intense. À l'issue de ce programme, qui est fait de mentoring, d'entraide, il y a ce qu'on appelle un demo day, c'est-à-dire que les start-up sont passées de l'idée au produit et elles font une démo devant un parterre d'investisseurs prêts à investir. Voilà. Ce modèle, il a fait naître Airbnb, Dropbox et d'autres. C'est une institution, hein. Passer par Y Combinator quand t'es admis, c'est clairement. Mais au départ, ça l'est pas. Si tu veux, quand ils se lancent, ils ont surtout compris un truc, c'est que le modèle traditionnel d'incubation, qui est de la location de locaux, la mutualisation de la photocopieuse et du secrétariat, ça n'a plus aucun intérêt. Que le titre, la représentation du business ne compte plus. Ce qui compte, c'est pas d'avoir l'air professionnel ou sérieux. Ce qui compte, c'est d'être entouré des bonnes personnes dans le bon milieu, avec des potentiels clients et investisseurs, dans un milieu bienveillant et qui veut ta réussite. Et de gens qui ont déjà fait. Sauf que moi, quand j'observe ça, j'ai les mauvais réflexes. Je me rends pas compte que ça, c'est la conséquence d'un écosystème qui est celui de la Silicon Valley, et où tu as une telle densité de savoir. Tu as des écoles, Facebook, etc. C'est des écoles. Les gens qui passent par là, ils ont une connaissance qui n'est pas réelle dans notre environnement ici. Et puis tu as tellement une connaissance d'investisseurs. acquise par les années de travail dans ces boîtes-là qui sont complètement différentes, qui sont complètement... Ouais. C'est pas faire 8 ans... T'as pas l'équivalent ici, quoi. Ouais.
Il y a évidemment les émanations de Facebook, Google en France c'est qui des forment. équipes marketing, aussi géniales soient-elles, mais si tu veux, t'as pas l'équipe fondatrice, Bien sûr. Ni l'équipe produit, quoi. Et donc, copier-coller un modèle, sans prendre en compte le contexte, tu te rends compte, en fait, c'était un bon exercice, que ça te fait réaliser, en fait, toutes les barrières qu'il y a ici, et il faut remonter à la source, quoi. Non, nous, on n'a pas les mêmes investisseurs. Là-bas, tu as plus d'argent que de projets, donc il va falloir organiser de manière presque industrielle les projets face à l'argent, et donc ça fait cette impression de chaîne, tu vois, industrielle. C'est un peu ça, hein, c'est classe prépa de start-up. Et ici, si tu reproduis la même chose, tu fais un démodé. C'est le taylorisme ou le fordisme appliqué à la start-up quasiment, quoi. Je rentre par c'est ça. Je formate, je package et je propose quelque chose à la sortie. On va revenir sur tout ça. Alors, il y a deux choses avant parce que je voudrais, là, tu t'es déjà parti dans de l'expertise, de l'expérience que t'as. Je voudrais comprendre comment t'es arrivé là, quel était ton parcours. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un point sur, justement, donc, ta réaction par rapport à la famille et la notion d'argent. Moi, quand on me dit famille, la première notion qui me viendrait à l'esprit serait l'amour, par exemple. Alors, c'est quoi la position de The Family par rapport à ça ? C'est un mélange de tout ça. Ouais. C'est évidemment donner du courage et c'est respecter l'ambition des gens et les laisser croire en leurs rêves en leur donnant les moyens de les réaliser. Donc, il y a beaucoup de bienveillance. Une fois que tu es dans la famille, tu peux nous demander ce que tu veux. N'importe quand, on se démerdera. Voilà, ça c'est la promesse de The Family. Et tu dois donner aussi en échange. Je veux dire, bien sûr. C'est pas one way, quoi. Si tu veux, en vérité, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, oui. C'est mais assez entre logique. les gens de la famille, je veux dire aussi, enfin, c'est pas que bottom up, up down, enfin voilà. Bien sûr. Okay. Ouais. C'est ce qu'on appelle le pay it forward. Ça, c'est un truc qui est fondamental. Dire, tu ouvres a priori ton réseau, tu partages, tu as des clients, tu mets en relation. Rien n'est obligatoire, hein. Attention, hein, mais ça doit partir de, ça doit être l'envie de donner. Mais vraiment, c'est ça qui est encouragé en permanence. Et les gens arrivent, ils bénéficient de ça, et donc du coup, ils ont envie de donner aussi en retour. Et ça, c'est des choses qui peuvent se transmettre, alors dans ces startups, j'imagine, mais dans des plus gros groupes, dans un certain nombre de choses. Ou c'est doomed pour les anciens, les gens de l'ancienne économie. Bonne question. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que, en fait, par l'exemple, tu peux donner envie de suivre. Et en fait, on a créé un truc qui s'appelle Lyon, une formation pour les employés de grands groupes. Donc Lyon, en fait, c'est pour les futurs employés donc de start-up, grosso modo. C'est le samedi, c'est gratuit. Et la semaine, on accueille des cadres de grands groupes qui ont envie de s'acculturer. Et donc l'ambition pour eux, les enjeux, c'est de comprendre un peu les méthodes aux startups. Donc ils ont des cours avec des super entrepreneurs et de venir ensuite se les réapproprier au quotidien dans leur boîte, dans leur grand groupe. Et souvent ils nous reviennent avec c'était génial, ça nous a ouvert des perspectives, etc. Mais quand j'ai voulu avoir cette approche start-up au sein de mon projet, tout de suite, je me suis fait recal. Donc, par exemple, je fais une super présentation et j'ose un peu donner une identité propre à ce projet. Donc, je vais sortir du schéma des slides classiques et je vais y mettre du mien. Et puis là, pouf, je me suis fait retoquer par le directeur marketing qui me dit « Mais attends, c'est quoi ces slides ?» Voilà. Donc, c'est plus dur pour eux parce que forcément il y a un historique derrière, hein, une résistance, une startup où tu pars from scratch et donc t'as pas le poids du passé. Mais néanmoins, c'est nécessaire en fait, parce que les grands groupes le comprennent bien. Si leurs collaborateurs s'éclatent pas dans leur day-to-day, si ils ont l'impression d'être encore à l'école et de se faire taper dessus dès qu'ils osent sortir un peu et mettre du cœur à l'ouvrage, en fait, ça va pas tenir longtemps. Donc, il faut qu'ils s'assouplissent. Et ça viendra par par la volonté, je pense, des deux côtés. C'est-à-dire, c'est à la fois le top management qui doit comprendre ça
et à la fois les employés qui doivent oser le proposer. Et donc ça le sera comprendre plus lent. aussi de temps en temps, parce que je veux dire, il n'est pas toujours évident quand on se met dans un modèle où on a toujours eu une verticalité, de se dire tiens, je pourrais faire ça de même créativement. Je dis pas que c'est pas forcément natif, quoi. Il faut aussi se dire tiens, ça fonctionne comme ça ailleurs. Enfin, moi, je vois chez des clients potentiellement où ça ne passerait pas à l'esprit de certains de mes clients de proposer quelque chose, d'arriver dans une notion d'échange. Voilà, ils arrivent, ils sont payés, ils font les choses, et ils restent comme ça. Je pense qu'il y a aussi tu parles d'acculturation, mais je pense qu'il y a aussi un moment où il faut et c'est peut-être ce que j'essaye de faire avec ce podcast ou c'est de dire que il y a d'autres voies, il y a d'autres options, et que même dans les grands groupes, je pense, on peut réussir à fonctionner différemment. Ouais, mais je les blâme pas. Et je les comprends, parce qu'en fait, dans ce que tu dis, il y a une forme très douloureuse d'acceptation de « Ah, si je peux faire comme ça dévalide toute la manière dont je me suis comportée depuis des années. » C'est difficile de l'accepter. Donc cette dichotomie que tu fais entre le professionnel et le personnel, là où tu mets ton cœur et là où tu mets autre chose, assumer que tu peux maintenant désormais commencer à y mettre beaucoup plus de ce que tu es, de qui tu es dans ton travail, c'est un peu désavouer ton comportement depuis des années. Et donc ça, c'est pas facile. Sachant que pour le coup, je reste, et je le découvre au fur et à mesure, mais assez persuadé que ça peut fonctionner. Donc ce nouveau mode de management, je voyais cette entrepreneuse, je vais dire une bêtise, qui va être danoise ou qui est dans le ménage et qui a redonné un peu le pouvoir à ses employés, mais des employés dans le ménage. Et donc pas mal de femmes en l'occurrence, et qui ont décidé de reprendre la main. Donc elles récupèrent la relation, elles sont formées pour prendre la relation commerciale, j'essaierai de retrouver ça pour les notes du podcast, formées pour récupérer la relation après vraiment business sur le long terme. Et puis par exemple, elles décident que les ménages à 6h du matin, en fait, c'est fini parce que ça n'a pas de sens. C'est elle qui décide qu'il faudrait un habit d'une telle sorte et plutôt d'une autre, un truc plus joli. C'est elle qui... Et du coup, souvent, on a une tendance à se dire, oui, ça c'est possible dans tel univers, telle chose, mais je peux pas faire ça à la SNCF. Bah, peut-être que si, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et potentiellement... quelque chose qui peut désaliéner ou en tout cas de donner quelque chose de plus d'envie dans le travail, quoi. Bien sûr. Et tu sais, là récemment, dans les cohortes de gens qui sont venus prendre des cours à Lyon, c'est marrant parce que j'ai eu un retour donc Lyon Exécutif, de grands groupes qui me disaient « Oh là là, ils ont adoré, les retours sont extrêmement positifs, mais on n'est pas sûr de partager cette formation avec tous nos collaborateurs parce qu'on va vous dire, on a un peu peur qu'ils décident de monter leur boîte. » Et bon, on a discuté, c'est un grand groupe magnifique français, et j'étais un peu bloquée. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est trop de bonheur cette formation, c'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est finalement un trop grand risque d'émancipation, mais bon, au bout de quelques échanges, ils ont bien compris qu'il fallait prendre ce risque-là, en fait. Parce que être capable d'offrir à ses employés une horizon aussi grande et voir plus loin, avoir cette plongée dans le monde start-up et leur finalement les laisser face à un choix qui est si je suis dans ma boîte aujourd'hui, c'est que je l'ai choisi. Et je suis heureux d'être là. Et si je le suis pas, j'ai la possibilité de faire autre chose. C'est le plus beau cadeau qu'ils puissent leur faire. Donc, entre le discours de on veut nos employés heureux et les faits, tu vois, là, j'ai vraiment eu devant moi cet RH qui devait, ce DRH qui devait prendre une décision. C'était pas évident. Il a fini par prendre la décision de déployer l'offre Lyon à tous ses employés. Mais ça lui a coûté. Et en fait, dans ce raisonnement, au début, moi, j'ai bugué quand il m'a dit ça. Sachant qu'en plus, alors, je sais pas quelle est votre approche là-dessus, mais ça peut faire, alors en particulier en ce moment, un peu rêver d'être entrepreneur, de créer une start-up, de faire des choses, mais il y a quand même énormément de sacrifices. Ça, c'est quelque chose que vous mettez en avant ? Ouais, alors moi, je veux dire, franchement, je pense que c'est une grosse connerie, cet effet de mode. Et d'ailleurs, c'est une grosse connerie. Peut-être que de famille on est responsable. Parfois, je me pose la question, je me dis mince, toute cette génération là qui veut être entrepreneur,
Vous avez une responsabilité, c'est que vous êtes assez cool, c'est vrai. Hein, donc dans l'idée, du coup, ça rend tout ça très souvent, cool. Tu sais, moi, j'entends, ça me revient. Oh là là, qu'est-ce que t'es dur, qu'est-ce que vous êtes dur. Il y a une forme de radicalité aussi. Hein. Bien sûr. Alors, le truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout fait pour tout le monde. Évidemment, tu l'as dit, c'est sacrificiel. Et attention, faut se méfier de ces wannabe entrepreneurs qui font ça pour le style et sont fiers d'avoir un titre CEO. Ça, je dirais ceux qui vivent sur leurs 2 ans de chômage, qui vont chercher une sub et qui se laissent voir venir pendant 2 ans jusqu'à dire oh bah non, mon app elle a pas été adoptée par qui que ce soit et qui ferme. Alors tu pourrais te dire non mais c'est pas grave, c'est une bonne expérience et puis ils vont pouvoir la revendre et être venir avec plus de cordes à leur arc pour prendre un job. Mais si, c'est grave en fait. C'est grave parce que ça a un effet mauvais, je dirais, sur la perception qu'ont les gens de ces startups. Et tu vois de plus en plus de bouquins sortir sur ces startups, peut-être une espèce de haine par rapport au mouvement startup. Oui, on entend ça en rendez-vous. Les mecs ont gratté un truc sur un PowerPoint et puis ils ont levé 4 millions d'euros. Ça veut dire vraiment en ce moment cette l'argent vague. Facile, ils ont pas de notion de la réalité. Bon, j'adhère pas non plus, mais alors j'adhère pas du tout même en fait à ce discours, mais je le comprends. Je comprends ce désamour pour cette nouvelle figure là qui finalement au bout de sa phase de test lâche l'affaire et peut-être le fait aussi pour les mauvaises raisons. Tu sais, nous ce qu'on dit c'est faut pas que tu sois entrepreneur parce que t'aimes être ton propre boss. Enfin ça c'est la pire des raisons. T'en auras 1000 fois plus des boss en fait, t'auras 1000 fois plus de responsabilités, t'auras des gens à qui rendre des comptes de partout et tu seras seul face au gouffre abyssal de l'angoisse de devoir te trouver exactement que faire demain. Il y a personne pour te dire quoi faire, c'est à toi de le trouver. Enfin, tu veux, ça c'est dur, c'est pas fait pour tout le monde du tout. Et donc le fait que tout le monde veuille être entrepreneur, connerie. Par contre, t'es effectivement dans une phase où l'indépendance est bien plus possible, l'autonomie est facilitée. Quand tu vois la gig économie, tu vois tous les freelances, le fait que il y a des structures comme WeMind qui va t'offrir autant de sécurité que ce que tu pourrais avoir en étant un salarié. Mais y compris tous les phénomènes de bureaux partagés, etc. Enfin, c'est plus facile aujourd'hui de s'installer, de vendre des prestations grâce au digital notamment, mais pas que dans le digital. Donc c'est vrai. Et d'être indépendant, c'est quelque chose d'intéressant aussi, mais pas forcément de monter une start-up. Comment t'es arrivé donc t'as parlé rapidement tout à l'heure, je crois, du camping, Numa, etc. Mais c'est quoi tu viens d'où? T'es né à Paris, toi? J'ai grandi à Saint-Maurice, en face du bois de Vincennes. D'accord, pas loin. Ouais. Ok. Dans le 94. J'ai fait prépa, école de commerce, l'EM Lyon. D'accord. J'ai eu la chance tu sais, dans ces cursus-là, de voyager. Tu t'es quand même bien arraché parce que l'EM Lyon, faut rentrer, quoi. Ouais. T'as beaucoup bossé? J'ai adoré la classe prépa. J'étais dans dans un petit lycée à Saint-Maur. On était 12 en première année. Je suis vraiment rentrée en prépa par hasard. Je devais pas y aller. C'était mon lycée. J'étais venue dire merci à ma prof de français, je crois, parce que voilà, c'était après le bac et j'avais une bonne note et donc c'était pas français, je sais plus c'était quelle matière, mais en tout cas je voulais remercier un prof et donc j'étais passée à la rentrée en septembre et elle m'a dit ah, c'est gentil que tu sois passé. Alors, qu'est-ce que tu fais pour la suite après le bac? Je dis, je vais m'inscrire à une école post-bac. Bon, je vais pas te dire le nom là, parce que quand je lui dis le nom, elle éclate de rire et elle me dit, mais ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? On surnomme ça l'endroit de la teuf, quoi. Je suis membre du jury. Il y a que des gamins qui font la fête là-bas. Ça va te mener nulle part. Je dis, ah bon? Moi, j'étais au salon de l'étudiant. C'est quoi? cool. Je crois que c'est mon école en plus, le pire. Celle dont tu parles. Mais on dit pas de mal. Ouais. Mais les gens qui ont suivi les épisodes savent de quoi je parle. Je te dirai après. Ah ouais. Après. Ouais. Et donc, du coup, elle me dit, mais c'était les meilleurs teufs de Paris. Hein. Mais cela dit.
Ah non, c'est pas ça. Mais tu sais quoi, je pense qu'on faisait des meilleurs teufs à l'IPAG, en l'occurrence. Et donc par hasard, je rentre en prépa, elle me dit viens, c'est le premier jour de la classe prépa, viens. Et donc là, je me retrouve, je savais même pas ce que c'était qu'une classe prépa. Ouais. Et je vois que c'est hardcore, que le level il est vraiment haut. Et en fait, je suis nulle en maths, enfin je suis nulle, toute proportion gardée, je me débrouille, mais en fait je vais être challengée. Je te stoppe un tout petit peu. Moi, il y a un truc qui me choque un peu en France. En tout cas, à cette époque, je suis un peu plus vieux que toi, mais la classe prépa, en dehors de Cagne Hippocagne ou de Maths Sup Maths P, c'était pas quelque chose qu'on recommandait. Je veux dire, moi non plus, je savais pas ce que c'était qu'une classe prépa. C'était pas vraiment, c'est jamais rentré vraiment dans mon univers de possible. Notamment quand tu grandissais pas dans des milieux peut-être plus. Et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a cette voie de l'excellence à côté de laquelle beaucoup passent. Ouais, moi en tout cas, ce dont j'avais entendu parler, c'était bon, je savais pas quoi faire. De toute façon, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je voulais rester un peu généraliste et on m'avait parlé de Dauphine, mais mon dossier s'était fait recaler à Dauphine. Donc j'avais déposé mon dossier dans cette école post-bac qui était ni bonne mais qui coûtait cher. Et je me souviens que j'étais avec une copine, toutes les deux on s'était fait avoir au salon de l'étudiant. Bref, et c'est avec cette copine d'ailleurs avec qui j'étais en cours qu'on retourne au lycée juste pour dire merci à la prof et qui nous dit allez en classe prépa. Venez les filles. Et donc là on se retrouve, ils nous racontent le programme, le challenge, comment c'est chaud et tout. Et je sais pas, je me dis waouh, j'ai envie, il y a tout, il y a toutes les matières. Et puis le prof, il s'appelle Thierry Payen de la Garandrie, le prof général. Il est d'une gentillesse. Voilà, c'est vraiment lui qui me fait faire le déclic. Et donc je vais adorer mes années de classe prépa. Vraiment pour la stimulation intellectuelle. Et après c'est vrai, du coup t'es pris dans ce truc des concours et tout, et moi je visais le meilleur, je voulais HEC, mais je l'ai pas eu du tout. Pour le M Lyon, t'es pas dans un truc ouais, mais pourquoi tu fais le truc à concours, tu veux le meilleur, hein, c'est normal. Je me souviens d'ailleurs de mon prof qui la veille des concours me dit Alice, j'ai fait un rêve, tu as eu HEC. Donc là, en plus, j'y crois. Moi, qui suis vachement superstitieux, je me dis ça, c'est bon, ça. Et non, pas du tout. Et en fait, à l'écrit, au mieux, j'ai le M Lyon, donc je passe les oraux. Bon, je rentre là-bas. Et je voudrais pas, tu vois, donner l'impression de cracher dans la soupe parce que oui, c'est une belle école, etc. Mais j'ai vraiment été extrêmement déçue et je pense pas que ce soit le M Lyon en tant que tel. Je pense que c'est toutes les écoles pareil. C'est-à-dire que ça t'apprend à être un manager tu vois, et à rentrer dans des grandes boîtes. Enfin, en tout cas, à l'époque, peut-être que maintenant ça a changé. C'est hyper rigide. Il y a 3 voies, audit, finance, marketing. Donc, au mieux, tu vois, moi, je rêvais de faire du parfum de cosmétiques, enfin, du marketing dans les cosmétiques. Ça m'excitait pas de ouf. Et par contre, il y avait un échange avec une école en Inde. Et là, je me suis dit, c'est génial. Et par contre, ils te forcent à partir aussi, faire un stage à l'étranger dès la première année. Donc, à 20 ans, je suis partie aux États-Unis. Ça, c'était dingue. Cette ouverture, en ça, ces formations-là, elles te poussent, elles te forcent à t'ouvrir au monde. Et ça m'a complètement fait bugger parce que du coup, j'ai fait la Floride, tu vois, Miami, ce que j'en rêvais. J'avais des images d'Épinal dans la tête, mais c'était génial. Et puis après, j'ai fait l'Inde, où je suis partie à IIM Indore. C'était dingue. Et puis j'en ai profité pour voyager. T'as choisi un peu en fonction de la météo, quoi. Non, si tu veux, après Miami, je me suis dit bon, ce serait bien d'aller voir le monde, ma fille, tu vois. T'es pas allé à Vladivostok. Non. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai en tête notamment Bertrand Altmaier que j'ai reçu sur ce podcast, qui est le fondateur de Marcel, entre autres, et qui lui me disait un peu la même chose sur HEC, c'est-à-dire qu'il a adoré sa prépa, il a beaucoup bossé, et après ça a été un peu une forme de relâche. Je pense en effet que ces écoles ont pas mal bougé. Alors moi je suis plus impliqué à l'ESCP où on donne un cours vraiment d'innover entreprendre, un master qui est hyper intéressant. Il y en a aussi, je donne un cours par an à HEC sur un master spécialisé.
Je pense que ça bouge un petit peu, mais parce qu'en effet, je pense qu'il y a une demande et que la plupart des étudiants qui vont là-bas, ils veulent plus aller chez Bain ou chez peu importe le gros cabinet dont on parle, ils veulent aller plutôt chez Google ou créer leur boîte, et c'est ça qui les fait qui les drive au quotidien. Donc j'espère en tout cas que ça bouge. Et donc tu fais tes 3 années là-bas, tu sors à 22 ans, 21, quelque chose, 22, oui. Plus tard, hein. Plus tard, 23. Ouais, 23, 24, ouais. D'accord. Bah après, je travaille pour des collectifs d'artistes, je fais un petit tour en galerie d'art, je pense que c'est l'art qui m'intéresse. Parce que ma mère dessine beaucoup. Mmh. Elle a quitté la magistrature pour se consacrer au dessin plutôt que prévu. Ma sœur est artiste. Voilà, moi j'ai envie d'être proche de ça. Et j'ai le sentiment que c'est là que la créativité s'exprime et qu'il y aura plus de liberté. Mais en fait, je me fais des films parce que pas tant que ça. Toujours plus un aspect business. En revanche, tu mets pas les mains, tu dessines pas, tu fais ouais, pas de j'assume musique. pas. Ouais, d'accord. J'assume pas ma créativité en fait. Je l'ai pas développé ce truc-là. Et aujourd'hui, tu l'assumes. Complètement. On y reviendra. C'est ouais. Intéressant. Ouais. Et donc de fil en aiguille, je me retrouve à travailler pour Silicon Santé, qui est une asso et qui doit monter un incubateur pour des artistes et des ingénieurs au 104. Et puis là, ça me fait un peu observer ce qu'on appelle les tiers-lieux, les programmes d'accompagnement des innovateurs, bottom-up, top-down, est-ce que c'est des gros labos ou alors est-ce que c'est des hackerspace un peu chelous. Et donc je fais un tour d'Europe, je me renseigne, j'apprends, je vais un peu partout, et puis c'est là que je rencontre, enfin c'est là que je découvre le modèle Y Combinator. Ça m'inspire vachement, mais à l'époque, voilà, moi je dois sortir un truc pour des artistes et des ingénieurs. Et donc une fois que ma mission est terminée, ma boss qui s'appelle Marie Morgan, qui m'a vraiment ouvert les portes quoi de ce milieu-là, elle me dit non, tu vas rester à Nice, on a aussi autre chose à faire, alors t'oublies les artistes, maintenant tu vas te consacrer uniquement aux entrepreneurs et tu vas monter un incubateur. Et là je lui dis lâche l'affaire les incubateurs, franchement c'est pas ça qu'il faut. Le modèle d'accélérateur c'est plus intéressant, et c'est là qu'on monte le camping, et puis là j'apprends 1 milliard de trucs, et puis Le modèle d'accélérateur, tu peux me le repréciser? Ouais. Donc le modèle d'accélérateur, alors moi je le refais un peu à ma sauce, mais grosso modo c'est une classe prépa de start-up, c'est-à-dire que sur un temps court tu sélectionnes les meilleurs, tu leur offres une formation très intense avec beaucoup de mentoring, et à la fin tu as un démo day, donc un parterre d'investisseurs qui est prêt à parier sur les projets quoi. Calqué sur Y Combinator, donc ce que tu disais mais en fait non, parce que tu peux en vrai je bidouille parce que moi je suis dans une non-profit, donc c'est pas un fonds d'investissement, donc ça veut dire que mes investisseurs, enfin ma structure qui rend tout ça possible n'est pas alignée avec les intérêts de mes startups, donc le jeu est faussé. D'accord. Voilà. Et toi, tu veux pas te lancer un moment dans ta boîte? Eh ben en fait, je suis hyper frustrée. Parce que alors je t'ai pas raconté, je t'ai passé des étapes, mais presque on s'en fout, mais en fait avant ça je me suis fait virer d'un taf dans lequel j'étais. On s'en fout pas que fait virer. Ouais, c'est une expérience marrante, enfin marrante non pas trop, à l'époque je me souviens j'ai pleuré et tout. Donc je travaillais pour un collectif d'artistes et je savais pas, Alice Zaguri s'est fait virer. Et ouais. Salement en plus. Non mais je me donnais et tout, et j'étais à fond, et donc c'était en gros on mettait en relation des artistes avec des grandes marques pour qu'ils leur fassent des commandes, et je donnais tout dans ce taf et j'apprenais plein de choses. J'étais jeune, je vais avoir 23, 24, et en fait la boîte elle allait pas bien. Financièrement, elle allait pas bien, donc ils devaient faire des économies. Et moi, je suis un peu le mouton noir, quoi. Je pense que alors c'est même pas je pense, c'est franchement j'étais sérieuse et je donnais le max, et je sais que les clients ils étaient super contents, mais j'étais un peu téméraire quoi, donc j'étais pas le petit soldat. Et donc je me souviens la fille qui m'a virée, elle m'a dit écoute Alice, toi faut que tu montes ton business de consultante, t'as plus un profil de consultante, genre t'es trop indépendante quoi, donc c'est toi qui sautes. J'étais dégoûtée, j'ai pleuré, je me disais mais
j'aurais tout donné quoi pour ce truc-là. Donc tu vois, j'attendais qu'on me donne des responsabilités. Et quand je rentre dans cet assaut, ma boss, elle va vraiment compter sur moi et elle va me donner carte blanche quoi. Donc ça c'est une chance incroyable. Et en fait je monte le camping, mais je suis frustrée parce que j'apprends plein de choses. Et tu sais, mon regard sur le capitalisme change en fait. Même si j'ai fait une école de commerce, j'ai hérité d'une image qui est pas très flatteuse pour l'entrepreneur, c'est-à-dire que je lui fous pas un culte du tout, hein. Vraiment, tu vois, t'as cette idée du mec qui veut faire des profits, point barre. Et moi, je découvre ces nouveaux entrepreneurs qui ont des figures complètement différentes. En fait, ils vivent un problème. Finalement, ils veulent régler ce problème et they will hack their way. Tu vois, ils vont trouver des manières de le faire. Et j'aime finalement la créativité que je recherchais dans les artistes. Je la trouve chez eux. Et puis, il y a un alignement entre leur passion et ce à quoi ils travaillent tous les jours. Et j'ai envie de les aider, quoi. Ça me parle, en fait. Et finalement, oui, il faut faire du profit, mais ce profit, il est au service d'une cause. Et donc ça me plaît. Donc je commence à vraiment changer ma perspective de ce qu'est le capitalisme. Je pense que parce que le capitalisme aussi a évolué. Et donc je finis par vraiment vouloir les accompagner, les aider et faire tout ce que je pourrais pour les faire réussir. Mais je suis limitée parce que voilà, j'ai le drive comme on dit, j'ai la flamme, mais je suis pas geek, je suis pas ingénieur, je suis pas non plus à avoir des visions de chaque marché, tu vois. Les mecs me parlent de choses tellement techniques que je me noie, mais je développe une capacité à écouter à ce moment-là. Et à essayer de voir ce que je peux comprendre, et je m'accroche parce que c'est un nouveau langage pour moi, et à garder la foi là-dedans et à essayer de les connecter avec des gens que j'ai rencontrés pendant mes pérégrinations en Europe, qui sont tous passionnés de start-up et de technologie, et puis surtout à les connecter avec l'international. Et là où j'ai un petit truc, c'est que je sais raconter des histoires, je sais faire de la com, ça m'amuse beaucoup, tu vois, de partir de leur flamme et de la traduire, de la rendre accessible pour d'autres et d'aider les autres à s'enflammer aussi sur cette flamme. Mais j'imagine que tu as aussi un aspect buvard à ce moment-là. T'es un vrai, tu dois t'imprégner, parce que tu dis tout ça, mais tu pars quand même visiblement de très loin par rapport à l'entrepreneuriat et tu t'es pas baigné là-dedans. Donc du coup, tu vois des problématiques, des gens qui se plantent, et j'imagine qu'il y a quand même des patterns qui se reproduisent au fur et à mesure où tu dis bon là, lui il va dans le mur, là, enfin, j'imagine tu arrives à voir un certain nombre de, si ce n'est de clés de succès, au moins de choses à éviter, quoi, d'écueils. Je dirais que non, c'est pas tant ça. C'est plutôt le fait que je me prends pour une psy parce que mon père est psy, et donc j'ai pas peur d'écouter les gens, vraiment, et de poser plein de questions et tout le temps de dire pourquoi, et vraiment écouter les gens, tu vois, fermer ma gueule et les écouter et leur poser des questions. Et en fait, du coup, je fais un peu miroir et je laisse rien passer. C'est-à-dire que s'il y a un truc sur lequel tu mitonnes et t'as une petite merde sous le tapis, hop, on va la soulever, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi tu veux pas regarder ça en face? Et moi, je suis un peu ça. C'est-à-dire que il y a pas de mytho possible, quoi. Tu m'as pitché ta start-up, mais moi, je sais que il y a anguille sous roche, là. Viens, on va au fond des choses. Et donc, forcément, je les aide à aller attaquer tous les problèmes les uns après les autres, à pas faire semblant et à assumer où ils en sont et à être fiers de ce qu'ils sont, déjà. Et là, donc, t'as même pas 30 ans, donc t'as quoi, 28, 26? Tu rigoles. Non. Je suis une vieille, moi. Non, aujourd'hui, tu me l'as dit, mais à ce moment-là, quand tu commences tout ça, ouais. Genre rien. Quand je démarre, j'ai 26, 27. Truc. Ouais, donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir ce recul que tu as maintenant aujourd'hui avec malgré ton vieil âge, comme tu viens de le dire, quelques années de suivi. Et du coup, le camping, tu passes par Numa ou... Le camping devient Numa, en fait. Numa. Ouais, le camping était une des activités de Silicon Sortie, et Silicon Sortie devient le Numa. Et donc, petit à petit, en passant par ces choses ces endroits et ces projets sur lesquels tu apprends, tu vas en accoucher un truc, ce qui n'est pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, exactement. Je ne suis pas un incubateur, Ouais. Nous, on est The Family. Et alors là,
C'est quoi l'histoire? Comment tu passes de tout ça à The Family? C'est une rencontre, j'imagine. J'accumule. Alors, je suis super contente de découvrir tout le potentiel de ces startups et j'ai envie d'en faire plus pour elles. Et je suis limitée, comme je te disais. J'ai toujours besoin d'un acolyte, en fait. Hein. Et je sens que j'ai besoin de le faire le truc à ma sauce, là. Tu vois, je suis une employée à cette époque. L'infrastructure de laquelle je pars, c'est un peu... c'est ce qui m'a permis d'avoir un premier une intro dans ce monde-là et en fait j'en vois les limites avec tout le respect que j'ai pour ce qui a été une école pour moi finalement. Tu vois, je veux sortir de cette ambiance politique. Je veux sortir d'un truc public à l'époque. Alors non, c'est pas public, c'est non-profit. Je veux sortir de cette logique-là associative. Je veux être for profit. Je veux assumer que ma structure, elle est indépendante. 2, aux intérêts alignés avec mes startups. Et 3, il faut que j'aille chercher des gens complémentaires et encore plus fous que moi, quoi. Parce que moi, dans ma catégorie, fine, mais il me manque tellement de choses. Si je veux faire, ce que je sais pas encore qui va s'appeler The Family. Et donc, je cherche, je suis vraiment à la recherche. Je suis un peu blasée. Je suis 3e saison du camping. Je suis un peu blasée. Je commence à être chiante. Je suis désagréable. Je m'en rappelle, hein, vraiment. Tu t'en rends compte? Ouais. Je commençais à être blasée, tu vois, à pu avoir le cœur dans ce que je faisais et même avec à l'époque Élise qui ensuite a pris la suite du camping, j'étais pas hyper sympa. Je sentais bien qu'il fallait que je bouge, mais je savais pas comment. Je me sentais limitée et puis paf, le destin est bien fait. Je rencontre sur ma route Oussama. C'est une de mes startups qui est partie à San Francisco, une des meilleures de l'époque, qui s'appelle OneFit, c'est un réseau social, qui me dit putain, allez, c'est un mec, faut absolument que tu le rencontres, il nous a tellement aidés et tout. Donc moi, je fais des pieds et des mains pour rencontrer Oussama, qui m'envoie chier plein de fois, qui veut surtout pas avoir affaire avec un truc public qui plus est, mais en français. De toute façon, lui, il est à San Francisco, voilà. Et on finit par se voir. Et je lui dis, viens, s'il te plaît, viens voir mes startups et tout. Et il les voit. Et là, il y a un effet magique qui se passe. Les mecs font la queue pour faire une office hour avec Oussama, pour prendre un temps, tu vois, pour chatter avec lui. Le gars est, si tu veux, il a ce franc-parler que j'apprécie, mais il a aussi une connaissance marché, et il dit des choses justes, quoi. Et il va concrètement aider ma promo de boîte à lever des fonds, très concrètement. Et là, je me dis, bon, ce gars-là, c'est de l'or. T'as eu un crush, quoi. Ouais. Un crush business. Ah ouais, incroyable. Et en fait, 3 mois plus tard, on monte The Family ensemble. Alors, et ce qui se passe, c'est que quand même, dans cette démarche, on s'apprivoise. C'est instantané. Le truc, c'est qu'Oussama, c'est fake is cool, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec, il te dit tellement en face des choses qui peuvent faire mal, que au départ, moi j'ai mis tout mon cœur dans ce projet et j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal réussi, quoi. Je suis fière du truc. Et il va me dire tout ce qui va pas et il va me dire tout ce qui va pas de manière brutale, quoi. Et donc au départ, je le prends très personnellement. Il me blesse. Et c'est grâce à lui ou à cause de lui que t'es devenu un peu comme ça? Non, parce que j'étais déjà dure au sens j'étais déjà une tête brûlée, quoi. D'accord. Je voulais aider les mecs coûte que coûte. Ok. Je voulais, je sais pas, c'était. Peu importe la forme, quoi. Enfin, de temps en temps, j'imagine. Enfin, je dis pas que tu prends pas plus des choses qu'on lit ci et là. Qu'est-ce que t'as lu? Non, mais je sais pas, mais je sais qu'il y a, je sens qu'il y a des gens qui te voient, qui se disent. C'est qui cette folle? Voilà, ouais. C'est une folle. Ouais. C'est vrai? Bah, un peu. Non, mais aussi dans le côté, il y a aussi le côté un peu, j'imagine que, et je comprends que c'est compliqué, mais tu vois des choses passer, repasser, des cycles dans ton métier, tu vois plein de choses qui, par exemple, reproduisent les mêmes erreurs. Moi, à mon humble mesure, sur plein de boîtes, et il y a un moment, il y a des choses, t'as envie de dire, bon, juste cut the crap, ça. Mec, je vais te dire simplement, j'ai toujours été comme ça, et je sais pas d'où ça vient. Ma mère, elle me dit, depuis que je suis toute petite, mais Alice, pourquoi t'es dure comme ça? Et je sais pas, moi, je me trouve pas dure, c'est juste que quand je veux un truc, elle m'appelait la scie. C'est-à-dire, tu vois, la scie qui reste sur la branche jusqu'à ce que la branche, elle tombe par terre. Je lâche jamais l'affaire.
J'ai un truc comme ça d'obsession de. Mais c'est marrant parce que, et à la fois, alors je pense que c'est aussi le côté qui se coule parce que, oui, mais tu l'es pas tant que ça. J'arrive ici, on sent, je t'entends, tu finis une réunion, tu dis à deux filles, c'était super les filles, on a bien avancé, j'ai passé un bon moment, je te vois dialoguer avec Oussama juste après, je vous vois d'une efficacité, semble-t-il, redoutable, vous avez l'air à donf, tac, 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 il se passe trois choses, voilà, vous êtes malgré tout très sympathique, un bon accueil, etc. Donc je veux dire, pas ça, non, vas-y, c'est pas vrai. C'est pas que je pensais pas ça. Je le sais, mais non, mais tu veux que je te dise, attends, il y a un petit truc aussi quand même, sans vouloir faire la victime. T'es une meuf, t'es une boss, t'es une salope, enfin t'es une connasse quoi. T'es une dure à cuire. Attends, ça franchement. Oui, mais je veux dire à la limite, on peut le voir d'Oussama et de toi. Je veux dire à la limite, je suis très conscient de ce côté. Tu veux que je te dise, Nicolas Collin, il est encore plus corrosif que nous. Alors c'est celui dont on entend peu parler. Pourquoi, comment, il arrive où? Parce que là, tu m'as parlé d'Oussama. Ouais. Donc, en fait, Nicolas, si tu veux, bon, donc, Oussama et moi, c'est sûr, on veut monter un truc ensemble. Mais si tu veux, Oussama, avec son cerveau qui voit à 3 coups, hein, un joueur d'échecs, il me dit direct, Alice, toi, pour le produit, pour le terrain, pour la communication, pour la forme, pour tout ça, pour l'énergie, moi, pour la strat et pour les startups et attends, on veut vraiment faire quelque chose de grand et d'ambitieux. Nicolas, parce que sans Nicolas, il se passe rien. Et je me souviens d'avoir fait un dîner avec Nicolas, et il y avait une quatrième personne qui est quelqu'un d'assez connu dans l'écosystème, qui est hyper sympa, mais qui était, je vais taire son nom parce que ça servirait à rien d'en parler maintenant, mais qui était un peu dans le même style que Nicolas. Si tu veux. Moi, j'ai un crush sur Nicolas à ce dîner. Je me dis, ah ouais, le mec, waouh. Si tu veux, si moi je suis un mouton noir, lui c'est c'est fois 1000 en fait. C'est ce type qui a quand même fait l'ENA, l'inspection des finances, qui a monté une start-up. Déjà ça, va m'en trouver un autre. Et qui est chaud, qui partage cette frustration avec nous, qui voit bien le problème qu'on a d'abord en France de cette proximité entre le public et l'innovation, cette façon de faire les choses à l'envers, et qui a déjà commencé à écrire là-dessus, qui dans son rapport sur la fiscalité numérique, et qui a des vraies convictions. Et lui, il est aligné avec la vision qu'on veut porter. Et si tu veux, il est lancé déjà dans la démocratisation de ce savoir pour l'élite. Et finalement, nous, on va venir lui apporter un laboratoire direct, concret, ancré dans le réel, pour pouvoir venir alimenter son but et sa mission, qui est écrire, démocratiser et faire que le top de la pyramide française, sa culture, ils comprennent le changement de monde dans lequel on est en train de... Et là, vous avez une équipe... Donc on est alignés, quoi. On est extrêmement différents, mais on partage la même envie. Et là, vous vous dites, on va monter un truc. Ce qui est assez drôle, c'est que je t'ai posé une question tout à l'heure, que t'avais pas envie de monter ton truc. Et ce qui est drôle, c'est que on oublie un peu. Et alors, je sais pas dans quelle mesure que t'as monté ton truc. Enfin, ce qui est assez drôle, c'est que dans cette lignée de The Camp, Numa, et t'arrives sur The Family, mais en fait, c'est ta start-up. Mais c'est tellement une start-up au service des start-up que finalement on le voit pas du tout comme une start-up. Non, c'est pas une start-up en plus, en vrai, parce que il y a quand même plein de choses différentes. Oui, mais il y a quand même une équipe fondatrice comme ça, il y a quand même une aventure de dingue, il y a quand même un moment où vous dites ok, on lance ça, et il y a quand même aussi un côté hyper innovant. Je veux dire, un truc qui existe nulle part ailleurs, vous vous inspirez du meilleur, mais c'est ça, il y a quand même un esprit ultra start-up que vous emmenez de 0 à 1, maintenant probablement plus loin que 1, mais en fait, en me reposant la question dans la tête, ce que je t'ai posé tout à l'heure, tu l'as monté ton projet, en fait. Complètement. Et du coup, comment ça se matérialise? C'est quoi l'idée? Vous vous dites, ok, on y va. On fait une SAS, on est tous les trois, on prend un tiers, on met 1000 balles chacun. C'est quoi l'histoire? Alors la première année, moi je suis au chômage et je me souviens d'un des mecs du camping qui me dit mais attends, t'es ouf ou quoi? Donc c'était un des partenaires. Tu quittes le camping et t'as même pas de job. Enfin t'étais même pas assuré d'avoir un investisseur. Pardon, t'as même pas assuré d'avoir un investisseur. Je dis bah non, faut bien qu'on l'attente, hein, faut bien qu'on prenne des risques. Et donc on y va. Moi je suis hyper heureuse
Et au tout démarrage, on cherche un peu le nom, on sait qu'il faut quelque chose de chaleureux, mais d'incluant et excluant à la fois, tu vois. Un peu, il y a quelque chose de clanique presque là-dedans. Et la famille, ça nous parle, quoi. Donc The Family, on fait un pitch deck, on écrit le manifesto, c'est important dès le départ. D'ailleurs, il y a que un mot qui a changé du manifesto, c'est le manifeste, pardon. On parle plus que de la France, mais on parle de l'Europe. Ouais. Finalement, c'est tout. Tout le reste est juste, ouais. Et on pose notre envie, quoi. On va aller pitcher des business angels et il y en a quelques-uns qui vont nous faire confiance. Donc au tout démarrage, on lève 250 000 €. On s'installe dans le Marais, dans un petit appart, enfin une appart-maison très sympa. Vous levez, pardon, combien ? 250 000. Auprès de qui ? Du business angel. Donc, mais en leur disant quoi ? C'est quoi moi, j'en connais parce que depuis depuis mon expérience, Oussama aussi, il en connaît. Mais c'est quoi Nicolas, ton modèle ? il en connaît. Notre modèle, c'est on va prendre des parts dans chacune des boîtes qu'on accompagne. En payant ? Non. Donc dès le début, vous dites, je pose exprès la question, hein, mais je sais que vous payez pas aujourd'hui. Mais donc on là, paye les mecs, pas. Attention, vous payez en échange de. Ouais. C'est-à-dire que en gros, ça diffère des modèles classiques, je dirais, d'accélérateurs qui en plus mettent au pot. C'est-à-dire en plus investissent une somme d'argent dans chacune des boîtes. Nous, donc là, votre deck ou votre approche, c'est dire, en gros, je vais aller voir des startups, je vais les conseiller. En échange, elles vont me filer 5%. À l'époque, c'est 1%. 1%. Parce que j'ai fait ça des années, toi Alice, parce que ça m'a fait ça, parce que Nicolas fait autre chose, et on est suffisamment fort pour aller les convaincre que contre 1%, ils ont intérêt à bosser avec nous, et là on vous filez moins de 150 000 €. En gros, c'est ça. On le dit avec tellement de conviction et on y croit tellement. Et vous avez raison. Et en fait, les premiers à nous faire confiance, dedans, que tu connais, il y a peut-être, il y a un investisseur allemand que je connais depuis longtemps, qui m'aime bien. Il y a Marc Ménassé qui va mettre dès le départ. Hein. Voilà, tu vois. Et puis il se refile le mot, et puis ça va se clôturer assez vite. Et en fait, c'est pas clair. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que oui, on veut être aligné avec les intérêts des startups et on verra bien et on se fixe comme objectif. Juste pour savoir, et t'es pas obligé de me répondre, mais 250 000 €, ils prennent combien ? Ah non, ça, je peux pas te dire. J'essaye. Non, ça, je te raconte pas trop, mais tout le monde est content. Et au début, et vous trois, vous êtes à part égale ? Ouais. Depuis le début, ok. Moi, j'ai un petit peu plus. Ah. Bien joué. Non, pas bien joué, parce qu'en fait, c'est symbolique. C'est symbolique, c'est normal, c'est important que tu vois, il y a j'en sais rien, mais c'est le symbole, c'est toi qui as les responsabilités, t'es la boss, toi t'as plus. Et au bout d'un an, en fait, pendant un an, ce qu'on fait, c'est que on va chercher à convaincre des startups, leur dire on fera tout pour que vous réussissiez. Vous pouvez considérez que vous avez des associés en plus pour 1% de votre capital. Tout d'un coup, vous avez 3 associés qui sont Alice, Nicolas et Oussama. Et on va tout faire pour régler les moindres problèmes que vous avez. Et surtout, on va vous connecter et on va faire des trucs comme une super famille. On va faire des dîners toutes les semaines. À l'époque, c'était tous les jeudis, on faisait un dîner avec nos entrepreneurs. On va aller chercher les meilleurs de partout dans le monde. Bon, surtout de la Silicon Valley qui vont vous donner des cours. Et puis finalement, vous aurez aussi Oussama à dispo quand vous voulez. Et tout ça, on le filme. Tout ça, on le met en ligne sur YouTube. Et en fait, ce contenu va parler à plein de gens en France. Et de là, il y a l'émergence d'un nouveau business model parce qu'au bout d'un an, on a 100 startups. Donc le bouche à oreille fonctionne bien. 100 startups. Ouais. Donc vous avez 100%. Ouais. On a 100 fois 1%. Oui, c'est ça. Vous avez une start-up entière. T'as des boîtes comme Algolia dedans, qui nous ont fait confiance dès le départ. T'avais 100 Algolia, tu serais bien, ouais. Mais vous êtes pas mal, je crois, déjà. Elle est belle. Et donc, t'as un bouche à oreille qui a cartonné, les mecs sont contents. Bon, nous, on a fait un milliard de bêtises aussi entre-temps. Je t'arrête, mais 100 startups en un an, c'est quand même tous les 3 jours. C'est du travail, quoi. Vous avez cravaché, hein. Ouais. Et vous payez, du coup, à ce moment-là, un petit peu, non, d'accord. Les 250 000 €, ils vous servent à quoi ? Principalement locaux. Les premiers employés et les locaux. D'accord.
Et donc, déjà, on a cramé les 250 000 € au bout d'un an. Et puis... Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, être entrepreneur, c'est pas facile. Déjà, il y a un an où vous payez pas, quoi. Peu importe. Après, tu as ton chômage. C'est pas pour ça, parce que t'as la chance en France d'avoir le chômage. En vrai, c'est pas pour ça que c'est pas facile. C'est pas facile. Je crois que le plus dur, c'est que tant que t'es pas entrepreneur, tu peux pas t'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on fantasme un peu le visage de l'entrepreneur, enfin la vie de l'entrepreneur. Ce qui est le moins facile, tout à l'heure je te parlais du gouffre abyssal de l'angoisse, c'est ça en fait, c'est que à un moment donné il y a personne pour te dire quoi faire, c'est à toi de trust your gut quoi, et de savoir où est-ce qu'il faut aller et jusqu'à même comment tu t'organises le matin, quelles sont tes priorités, à qui tu dis oui, à qui tu dis non, et les moindres décisions que tu vas prendre vont avoir un impact sur le long terme, et donc tu dois toujours être en train de réinterroger les décisions que tu as prises et te faire confiance aussi quand tu as choisi une direction, y aller à fond. Et c'est ça c'est le fait de compter que sur soi qui est compliqué. Et là-dessus, du coup, ça me fait rebondir sur 2 questions. La première, c'est tu es la CEO, la présidente de The Family depuis le premier jour. Et tu me fais oui de la tête, donc je réponds. Oui. et tu es depuis endosser ce rôle, ça veut dire quand même que toutes ces décisions, cette pression, tu la prends plus que les autres, comme dans beaucoup de boîtes, ou vous la partagez quand même? Non, on la partage énormément. Après, je pense que ça dépend des boîtes. Pour moi, CEO, ça veut dire donner le cap. Sur la culture, c'est surtout ça, c'est le rôle de la culture, que la culture soit toujours, que tu sois vraiment dans ton intégrité, tu vois, pleinement. Et donc ça va surtout parler de la team, de l'équipe, de management, si je puis dire, d'organisation, comment on travaille les uns avec les autres. Et puis moi je suis dans le produit, je suis dans le faire, je suis dans l'incarnation, le concret, tout ce qui sort. C'est ça moi mon rôle day to day. Et la responsabilité, si tu veux, pour répondre à ta question, en vrai, on est tout le temps en train de discuter avec Oussama et Nicolas, tout le temps. Et comment entre 2 égos, je sais pas si je peux parler d'ego, mais oui, je peux parler d'ego. Bien sûr. Oussama et Nicolas, toi, t'arrives et tu te retrouves CEO. Parce que tu l'as voulu, parce que vous l'avez choisi de façon collégiale. En vrai, c'est Oussama qui m'a dit ce sera toi. Mais j'ai dit t'es fou quoi, t'as vu ton expérience, t'as vu la mienne. Il me dit non c'est toi parce que j'en ai parlé avec Nicolas et d'ailleurs il est d'accord. On fait confiance dans ton intuition et dans t'es juste dans tes choix. Voilà. Alors là je me dis il est fou ce mec. Mais en fait c'est vrai que j'aime bien faire ma commandante. C'est vrai, il a bien vu voir ça. Il a vu ça chez moi. Bon, c'est chouette de commencer comme ça. Donc assez rapidement, comment ça évolue depuis vous avez changé un peu de modèle, vous avez grossi, vous avez 3 villes, vous avez un certain nombre de choses. C'est quoi? Je dois te faire le résumé des 5 ans là. Vas-y. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et j'ai plein de questions encore. Ok. Il y a plein de trucs qu'on oui. Sinon, on fera un deuxième épisode. Ouais. Mais... Non, mais si tu veux, l'apprentissage, c'est que The Family, dès le départ, se dit oh là là, c'est l'éducation. Il faut parier là-dessus. Il faut faire des cours, il faut faire des conférences. Il faut que les gens apprennent, comprennent qu'est-ce que c'est qu'entreprendre. C'est pour ça qu'on mise tout sur YouTube, qu'on fait énormément de contenu. Et ça démarre à Paris. Et puis ensuite, on se dit, mais il faut s'internationaliser parce que si nous, on montre pas la voie à nos boîtes, comment est-ce qu'elles vont pouvoir lead by example? Donc, on se dit, top, on va aller en Espagne parce que ça nous fait kiffer, on est des latins et on va aller à Barcelone. Ça marche pas du tout. On va à Barcelone, on fait des conférences, les mecs viennent, mais derrière, les startups, c'est moins excitant que ce qu'on peut voir ailleurs. Et puis on s'est dit on est con finalement, c'est comme c'est les bases du business, tu ouvres un magasin de chaussures dans la rue où il y a le plus de concurrents et qu'il y a des magasins de chaussures aussi. Tu te dis que Londres et Berlin c'est déjà full rempli de gens qui accompagnent les startups, donc tu te dis ça sert à rien que j'aille, mais si c'est là qu'il faut que tu ailles. Et donc on va s'installer à Londres et à Berlin en même temps, les ouf. Et en fait si tu veux, assez naïvement on se dit ces marchés il faut les prendre. On va capter les startups de Londres et de Berlin.
Et donc on s'installe à Londres, on découvre un peu comment ça se passe à Londres, on fait des conférences, on fait un peu comme ce qu'on a fait à Paris, puis on se rend compte qu'en fait ça n'a rien à voir, c'est un contexte différent et que les assets de Londres, c'est l'ensemble de tous les venture capitalistes qui sont là en fait, qui sont tous là. Et puis à Berlin, il y a ce lifestyle qui attire énormément d'étrangers du monde entier et il y a cette culture, cette historique opérationnelle, logistique. T'as des boîtes super bonnes dans l'exécution. Et puis, t'as aussi une notion très politique qui amène des sujets différents. Tu vois, Bitcoin, ça cartonne à Berlin parce que forcément, l'histoire de la ville et les gens sont marqués politiquement. Ils veulent plus jamais qu'il y ait d'horreur qui puisse se reproduire, et donc le potentiel d'une technologie décentralisée, ça fait sens là-bas, quoi. Donc il y a plein de startups potentielles Bitcoin qui vont se créer, enfin blockchain à Berlin, et on capte ça. Et en fait, on va évoluer notre modèle, c'est-à-dire que très vite on comprend qu'il faut pouvoir capter ces assets-là, ces avantages de chaque ville, et naturellement, on switch, c'est-à-dire que toutes nos conférences, tous nos contenus sont désormais en anglais. Et finalement, des gens qui sont à Amsterdam, au Portugal, en Macédoine, vont apply as a family petit à petit. Et on se dit, mince, alors est-ce qu'on va pouvoir les accompagner? Et donc là, le modèle va vachement évoluer, c'est-à-dire que jusqu'ici, tu avais une majorité de Français qui étaient dans The Family. Désormais, on dit on est international, mais on pense que c'est à Londres et à Berlin que ça va se passer et qu'on va pouvoir accompagner les startups de là-bas, mais pas du tout. Aujourd'hui, 50% des apply The Family sont étrangers, sont européens. Et ils viennent pas forcément de Londres et de Berlin, ils viennent de partout. Donc on a changé notre modèle d'accompagnement, on a créé ce qu'on appelle les specificities, c'est-à-dire qu'on est devenu une plateforme où en gros tu bénéficies de tout ce qui pour nous est complémentaire et nécessaire, c'est-à-dire money in London, design engineering in France et opération et aussi vision politique à Berlin. Et tu vas bénéficier de ça d'où que tu sois en Europe. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Quand tu rentres à The Family, on se fait un week-end de 3 jours avec 20 startups. Donc, tous les 2 mois, on part avec 20 startups à la campagne, à 1 heure de Paris, pas loin de Tours, dans un château. Génialissime. Et là, on taffe. Donc, il y a toute mon équipe et on fait des one-to-one avec chacune des boîtes et on pose un peu les bases de quels sont tes objectifs, où t'en es, comment tu vas pouvoir avancer. Ils comprennent, surtout ils prennent la confiance, on fait la fête ensemble, on bouffe bien ensemble, on se raconte nos vies et ils prennent la confiance. C'est ça, c'est important. On se, tu vois, c'est animal, quoi. On se sent, quoi. On passe tout ce temps ensemble, on fait du sport, du yoga, du foot, tout ce que tu veux, et on se connaît, on connecte, et ensuite, du coup, ils vont pouvoir bénéficier de toute l'infra. Donc, c'est un suivi d'abord téléphonique, puisqu'ils sont loin, sur Slack énormément, ils peuvent nous poser n'importe quelle question. Il y a une plateforme qu'on a codée en interne qui s'appelle Fridge, où dessus, tu as toutes les avantages, donc tous les outils, du serveur Amazon aux avantages sur Stripe, enfin, tu as tous les outils dont tu as besoin, tu as un accès avec toute la fellowship, enfin, ce qu'on appelle la fellowship, c'est le reste des entrepreneurs, tu as les intros en direct avec les investisseurs, enfin c'est vraiment l'outil pour scaler The Family et pour eux, pour qu'ils puissent le moins perdre de temps possible, quoi, automatiser le plus de choses. Et on reste dans de l'échange permanent, c'est-à-dire que tu as le Slack qui vibre en permanence avec chacune des startups. Et une fois que tu as passé cette phase d'onboarding, on va t'appeler toutes les semaines, 1 heure, tu viens de rentrer, tu viens piocher ce dont tu as besoin, tu viens prendre du courage pendant les événements. Donc tu vois, ils sont de toute façon à maximum 2 heures de vol de l'une des 3 villes, Paris, Londres, Berlin. Il y a 3 dîners par mois dans chacune des maisons. Il y a énormément de choses qui sont faites pour eux, donc pour les communautés locales. Donc typiquement, Erika à Paris, elle s'occupe d'animer et de faire des rencontres entre des boîtes qui ont les mêmes problématiques. Et c'est des déjeuners hyper quali ou des soirées workshop, vraiment focus sur leurs problématiques. Donc voilà, ils sont entourés. Ils peuvent compter sur nous pour n'importe quelle question et on se débrouillera pour avoir une solution. Et je suppose qu'il y en a qui jouent plus le jeu ou qui rendent plus que d'autres. Il y en a qui vous aviez pas spécifiquement de ceux qui arrivent sont toujours plus le jeu à fond. Non, je te dirais qu'en fait, c'est pas naturel pour un entrepreneur, pour ceux qu'on rencontre vraiment au départ, de savoir demander.
C'est-à-dire que tu vois, la principale différence avec les incubateurs, accélérateurs, c'est pour ça qu'on se définit en contre, c'est qu'il y a un programme qui vient d'en haut et on te le donne, c'est le même pour tout le monde. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est attention, t'es un entrepreneur, t'es autonome et responsable. Et la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est savoir demander et oser poser la question et nous harceler, tu vois. Sachant que ça peut être en effet contre nature, parce que souvent, tu peux dire quand t'es entrepreneur, c'est savoir se démerder tout seul. Nombre de fois où j'entends des entrepreneurs me dire « Ouais, mais j'ai pas envie de vous embêter ». Et là, je les engueule. Je dis « Mais t'as pas compris, c'est ton job, en fait, d'obtenir des réponses. » Et tout ça, donc, avec un modèle économique qui est toujours de prendre des participations. Ouais, alors sachant qu'on a évolué, parce que donc on prend des participations. La première année, on prenait 1%, maintenant on prend 5%. Oui. Mais vous gagnez pas d'argent, je veux dire. Enfin, je vois très bien la suite. Évidemment, l'idée c'est qu'un jour vous sortez. On a créé d'autres activités. Voilà. On a dû se développer. Avec les grands groupes dont tu me parlais tout à l'heure. T'as Lyon, t'as Pathfinder, t'as Kimono, t'as plein de boîtes en fait qu'on appelle des BFF, c'est-à-dire des Best Friends of the Families. Ok. Qui sont des activités en fait qui, d'abord en fait, il y a des problèmes qui sont récurrents pour les boîtes. On crée une solution à la mano en interne. Commence à l'automatiser, à voir que ça scale ou pas. Est-ce que ça peut en faire un produit? Si oui, il faut trouver une team entrepreneuriale pour pouvoir apporter ce projet et on va co-créer avec cette team l'activité. D'accord, une approche un peu startup studio. Exactement, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Et ces produits que vous créez, en revanche, vous les vendez pas à la famille, vous les vendez. T'as un vrai avantage à être dans la famille, tu t'achètes quand même. Okay. T'achètes quand même. Ok. Ah ouais. Et donc depuis vos 250 000 euros, vous avez levé un peu plus d'argent, je crois. Ouais. En tout et pour tout, on a levé 5 millions. D'accord. Et il est prévu de lever plus ? Ta 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 ta. D'accord, j'aurai pas le scoop aujourd'hui. Va falloir que je le sorte vite peut-être celui-là. Ok, en quelques mots, déjà où est-ce qu'on te retrouve toi en ligne sur Twitter, LinkedIn, Facebook, où est-ce qu'on t'ajoute Instagram, ok. Zagzag84. Zagzag84, je mettrai ça. J'aime bien Insta. Ok. J'aime de plus en plus. Et en ce moment, on a une startup qui s'appelle Askip. Qui est vachement bien, où n'importe qui peut poser des questions de manière anonyme à n'importe qui a un compte sur Askip. Et moi, j'en ai un. D'accord. Et j'ai mis l'adresse de mon Askip sur Instagram. Donc, en plus, tu vois, voilà, j'aime bien ça. J'aime bien répondre aux questions, j'adore. Là, on lance Coup d'État encore, mais pour les 15-23. Gratuit tous les samedis. Il y aura 100 jeunes à The Family Paris. Coup d'État, ça me fait rêver, tu sais, parce que je pense que ça vient pas de là, mais il y avait un restaurant à Bali où j'allais en 2000 ou 2001. Qui était super, apparemment. Super, ouais. En quelques mots, déjà, c'est quoi ta plus grande fierté ? Je fume ma cigarette électronique histoire de me donner un peu... Je sais pas trop répondre à ce genre de questions, tu sais, où faut déclarer un truc parce que du coup ça va rester. Mais je vais te dire là. Mais ça peut être une autre demain. Hein, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut changer. Bah, là, en ce moment, dernièrement, je dirais que ma plus grande fierté, c'est que il y a des gens qui ont rien à voir avec le schmilblick, qui ont bénéficié du savoir qu'on a pu filer en ligne. Et je vais te raconter, c'était marrant, c'était samedi là. J'ai un copain qui est éducateur pour des ados en difficulté, tu vois, donc vraiment un milieu rien à voir avec The Family, qui me raccompagne en voiture et dans sa voiture il y a 2 copains à lui. Et donc quand je monte dans la voiture, direct, les mecs font mais Alice de Coup d'État, Oussama, tout ça. Là, je me retourne, je fais ah ouais les gars. J'étais trop fière. Le mec, c'était genre rien à voir quoi. Je veux dire, c'est chouette. Tu vois, aucun rapport. Donc ça me rend heureuse parce que je me dis putain ça sert quoi. Il y a plein de gens qui écoutent les vidéos, qui se servent de ça, qui sont pas forcément des startups dans The Family. Mais ça sème. Et ça me rend heureuse. T'as quelques outils à me recommander, des trucs qui te sauvent la vie tous les jours, sur ton, je sais pas, Evernote, Slack, j'ai entendu évidemment, mais... Alors, qu'est-ce qui me sauve la vie ? Ouais, mais c'est pas des outils en vrai.
c'est pas des outils, c'est plus des routines. Évidemment, Slack, moi, ça m'a permis de sortir de l'enfer de ma boîte email. S'il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est Astrobot. Astrobot, c'est pour lire de manière super rapide tous tes emails. Et franchement, Gmail, c'est horrible. Je suis toujours sur Gmail, messieurs. Je mets mon adresse Gmail sur Astrobot et donc je peux lire de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est vraiment incroyable cet outil. Ça a changé ma vie, Astrobot. Sinon, à part ça, non, bien dormir, laisser de la place pour tes kiffs en dehors. Bien dormir, c'est combien de temps ? Moi, c'est 8 heures. Faut que je dorme 8 heures. C'est le grand truc en ce moment, j'ai l'impression, mais enfin pour beaucoup, hein, c'est pas pour ça que je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le retour du sommeil après des années où on se foutait la pression à se lever tôt, méditer, lire, courir, comment ça s'appelle, Miracle Morning, ouais. J'ai l'impression que là, il y a Bezos, il y a Ariana Huffington, il y a beaucoup de gens qui disent 8 heures, c'est la clé. Mais je trouve pas ça con. Moi, je dormais nettement moins que ça avant, et en effet, c'est moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Jamais, je peux pas. Quand je fais des nuits blanches. Là, dernièrement, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ouais, mais si c'est ce qu'il faut. Ouais, pour moi, c'est ce dont j'ai besoin, quoi. Ouais. Et si possible, tu t'éclates bien au sport le soir à la veille. Comme ça, tu dors super bien. C'est sur quoi comme type de sport, toi ? Ouais, moi, c'est pas très original. Je suis dans une salle de sport et je fais du cardio et des cours avec de la musique horrible. Tout le monde tape dans l'air dans le noir. En criant. Ouais, voilà. Ok. Écoute, je suis ravi. Je vais te poser une toute dernière question, plus sur de revenir sur The Family, mais c'est quoi The Family dans 15 ans ? C'est quoi ta vision ? Franchement, je saurais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que j'y serai encore. Ouais. Là, c'est une discussion qu'on a eue depuis le départ avec mes associés. The Family, c'est pour 20 ans. Et ce que je sais, c'est que ça continuera. Le seul truc, si tu veux, qui est vraiment toujours là à The Family, c'est la capacité de se réinventer. C'est le plus dur à garder aujourd'hui, après 5 ans, c'est de jamais être blasé. Tu imagines que tu as des mecs qui te pitchent des miracles. C'est ça, un entrepreneur, c'est te pitch l'impossible. Et toi, ça fait des centaines de fois que t'entends des mecs te pitcher un miracle. Donc, comment être pas blasé face à ça ? Et donc, le plus dur, c'est de rester dans cette fraîcheur. Et on est humain, donc c'est normal qu'il y ait ce phénomène d'accoutumance. Et moi, mon seul rêve, c'est de rester dans la fraîcheur, dans la candeur, dans la curiosité, dans la capacité à se réinventer, dans le fait de laisser la place aux autres, laisser la place aux plus jeunes, de s'effacer, tu vois, et de prendre des leçons. Voilà, je sais pas, moi j'aimerais bien un jour qu'on me fasse un cours de Snapchat. Je suis nulle, je sais pas, je suis pas sur Snapchat, mon cerveau il est pas fait pour ça. J'y comprends maintenant, rien. Avec Instagram, c'est quand même plus ou moins la même chose. Ouais, il y a les stories. Tu sais qu'il faut se forcer. Moi, j'ai un super truc pour Snapchat, c'est que j'ai mis toutes les applis de type Facebook, même Instagram en 2e voire 3e page de mon smartphone, et j'ai mis Snapchat en première page. Donc du coup, quand j'ouvre mon smartphone, j'ai tout de suite Snapchat. Donc je l'utilise plus que les autres naturellement. Tu parles avec qui sur Snapchat ? T'as des potes sur Snapchat ? Un peu, mais depuis l'arrivée des stories sur Instagram, c'est mort. C'est plus compliqué parce que les vieux comme moi, ils ont tout switché. Qui avaient testé sur Snapchat, ils retournent à fond sur Instagram. Et du coup, en effet, ce matin, j'ai couru et ma story, je la mettais une fois de temps en temps. Les beaux monuments de Paris, je les mettais sur Snap, c'est très intéressant. Et maintenant, je les mets sur Insta. Mais t'imagines, tu veux dire que tu dois faire 2 fois la même chose ? Non, c'est l'un ou l'autre, tu choisis, quoi. Ouais. Mais le problème qu'on a, c'est qu'à un certain âge, passé 20 ans en l'occurrence, en effet, c'est le désert sur Snapchat. Il y a la fille d'un de mes potes, quoi, qui a 10 ans, quoi, et donc, qui m'a ajouté récemment. C'est compliqué. Écoute, je suis ravi de voir que t'es pas si relou que ça, en fait. Et qu'on a passé un bon moment. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. J'adorerais qu'on fasse un follow-up. On se reparlera rapidement, Alice. Et puis longue vie à Alice Zaguré et longue vie à The Family. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans.
Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.